Bonjour, je suis le professeur Pierre Gourdi, je suis endocrinologue diabétologue au CHU de Toulouse et également chercheur à l'INSERM. Et dans mon équipe de recherche, nous travaillons sur l'effet des hormones sexuelles œstrogènes sur les aspects du métabolisme glucidique et lipidique. C'est la raison pour laquelle je vais discuter avec vous d'un sujet qui est particulièrement important, qui concerne le risque métabolique des femmes après la ménopause. Alors pourquoi s'agit-il d'un sujet aussi important ? Parce que nous savons aujourd'hui que la ménopause marque un tournant vis-à-vis du risque d'un certain nombre de pathologies métaboliques. Alors citons en premier lieu l'obésité androïde avec ses conséquences telles que le diabète, mais également, ce qui est un petit peu plus nouveau, l'influence sur les pathologies métaboliques du foie. Vous savez, ces fameuses hépatopathies métaboliques qui peuvent débuter par une stéatose et conduire progressivement jusqu'à des éléments amenant à la fibrose, voire à un cancer du foie. Donc nous allons rediscuter de ces différents aspects et essayer de comprendre pourquoi la ménopause peut être un événement important vis-à-vis de la physiopathologie de ces maladies. Alors nous travaillons dans mon équipe sur l'influence des hormones sexuelles et il est vrai que nous savons aujourd'hui que les œstrogènes jouent un rôle majeur de régulation de l'homéostasie énergétique et métabolique dans l'organisme. C'est vrai pour le métabolisme du glucose, c'est également vrai pour le métabolisme des lipides. Et si nous essayons d'apporter une cartographie assez complète de ce que les données expérimentales et cliniques nous ont appris au cours des dernières années, eh bien on peut dire que les œstrogènes exercent une influence sur quasiment tous les acteurs tissulaires du métabolisme. Et vous avez ici une représentation très simplifiée de ces effets qui vous permet de voir que la plupart de ces effets sont favorables et vont plutôt favoriser le maintien de l'homéostasie métabolique. Alors, il y a des effets sur différents organes. Je vais les détailler car c'est important pour essayer de comprendre l'influence plutôt néfaste de la carence œstrogénique après la ménopause. Il y a des effets sur le système nerveux central qui sont très importants car ils vont réguler d'une part la prise alimentaire et d'autre part la dépense énergétique, en particulier avec une régulation du niveau d'activité physique et donc un effet global sur la balance énergétique. Si on a une dérégulation de l'effet des œstrogènes, cela peut conduire à des modifications de la balance énergétique et donc à des modifications en particulier de la composition corporelle et j'y reviendrai. On a ensuite des effets sur les organes périphériques qui régulent le métabolisme des lipides et des glucides. C'est vrai pour le tissu adipeux. Il y a de nombreux effets que je ne détaillerai pas ici. C'est également vrai pour le pancréas et on sait que les œstrogènes vont amener un effet positif en favorisant la sécrétion d'insuline, mais également en préservant les cellules du pancréas pour éviter leur perte et donc la diminution de la sécrétion d'insuline qui peut conduire au diabète. C'est très vrai pour le foie et on sait que les œstrogènes jouent un rôle majeur sur ce carrefour métabolique. Là encore, je ne le détaillerai pas, mais nous y reviendrons plus ponctuellement dans la suite de ce cours. C'est vrai au niveau du muscle squelettique, avec un effet favorable sur la sensibilité à l'insuline et sur l'utilisation de l'énergie par le muscle. Et un effet qui a longtemps été négligé et qui est important est celui sur le système immuno-inflammatoire et vous le savez très certainement, l'inflammation joue un rôle très important dans les maladies métaboliques telles que le diabète ou les pathologies qui lui sont associées et on sait que les œstrogènes sont des régulateurs majeurs de ces réponses inflammatoires et qui vont finalement assurer un tonus et une meilleure réponse, une meilleure adaptation de la plupart des cellules immuno-inflammatoires et en particulier des macrophages. Donc on comprend aisément que si le signal des œstrogènes dans l'organisme ne se fait pas de manière correcte, et on sait qu'après la ménopause, la carence en hormones ovariennes va probablement diminuer l'influence de ces hormones sur la régulation métabolique, et bien dans ces situations, on va se retrouver avec des dysfonctionnements qui peuvent être minimes, qui peuvent être compensés, mais qui, dans certaines situations de prédisposition, peuvent prendre de l'ampleur et favoriser l'arrivée de pathologies.
Pathologies telles que l'obésité, avec un tissu en particulier androïde, un tissu viscéral qui va être majoré et qui va avoir un rôle métabolique néfaste. Un effet sur le pancréas, je l'ai évoqué, qui peut concourir à l'hyperglycémie. Un effet sur le foie, favorisant la maladie du foie gras, hein, les hépatopathies métaboliques, et ainsi de suite. Donc on va avoir globalement des conséquences délétères de la carence œstrogénique sur le métabolisme glucidique en particulier, avec une augmentation de l'insulinorésistance et en parallèle un défaut d'insulinosécrétion qui peut prendre là encore plus d'ampleur et qui va conduire à ces désordres métaboliques et en particulier au syndrome métabolique et au diabète de type 2 dans les cas les plus sévères. Alors si on fait une synthèse finalement des conséquences de la ménopause sur la régulation du métabolisme, en particulier glucidique, on peut insister, comme je viens de le faire, sur l'influence directe des modifications hormonales. On a une carence œstrogénique, on va avoir une modification de la balance et en particulier du rapport entre les androgènes et les œstrogènes. Cela va modifier le fonctionnement et l'homéostasie métabolique, avec pour principale conséquence une modification de la répartition des graisses. Je vais vous donner une illustration de ce point dans un instant. Une tendance à l'insulinorésistance, une tendance à moins bien répondre vis-à-vis de la sécrétion d'insuline. Mais attention, ces effets directs sur les acteurs de la régulation du métabolisme ne sont pas les seuls. Et on peut avoir également des conséquences émanant d'effets plus indirects, et en particulier des modifications neuropsychologiques, voire sociales de la ménopause. Alors, pour citer quelques exemples, les troubles du sommeil, qui peuvent avoir une répercussion métabolique, des éléments dépressifs, des éléments thymiques qui peuvent également avoir un effet néfaste, et puis peut-être plus simplement des modifications du rythme de vie, que ce soit vis-à-vis de l'alimentation, vis-à-vis de l'activité physique, qui vont pouvoir également impacter la régulation métabolique au niveau de l'organisme. Donc vous voyez que la situation est assez complexe, mais que l'ensemble des facteurs va plutôt favoriser la survenue de maladies dysmétaboliques après la ménopause, alors que les femmes sont plutôt protégées de ces pathologies. C'est vrai pour le diabète de type 2, c'est vrai pour les maladies du foie avant la ménopause. Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement comment contrer ces aspects par des moyens d'hygiène de vie, et est-ce qu'il y a un intérêt pour le traitement hormonal de la ménopause dans cette situation? Alors je vous ai promis tout à l'heure une illustration de l'impact sur la composition corporelle. La voici, avec une étude scandinave qui date d'une vingtaine d'années, mais qui illustre bien qu'avant et après la ménopause, la composition corporelle n'est pas la même. Et vous voyez que la masse maigre est peu modifiée, même si elle est un petit peu réduite en post-ménopause. Par contre, nous avons une augmentation du tissu adipeux, et en particulier du tissu adipeux viscéral abdominal, qui est le plus délétère sur le plan métabolique. Donc il y a un impact dont les femmes se rendent compte après la ménopause, et je pense que cet aspect sera repris dans une autre section de ce cours. Deuxième point, et je vais m'appuyer sur cette méta-analyse pour l'illustrer, l'effet du traitement hormonal de la ménopause a-t-il un effet, et tel que je l'ai évoqué, favorable sur le métabolisme glucidique? Voyez ici cette méta-analyse de 107 études qui ont été réalisées au cours des 40 voire 50 dernières années avec différentes modalités de traitement de la ménopause. Et les conclusions sont assez homogènes et on peut dire que chez les femmes ménopausées qui ne sont pas diabétiques, le traitement hormonal de la ménopause va avoir un effet plutôt favorable parce qu'il prévient la survenue du diabète. Je vais y revenir car c'est probablement un des résultats les plus marquants des études sur le traitement de la ménopause qui n'a probablement pas eu la place qu'il méritait dans la communication du résultat des principales études. Et puis, un effet favorable sur la sensibilité à l'insuline qui est ici montré par un indice qu'on appelle l'indice OMA, qui est en fait un calcul de la sensibilité à l'insuline et de l'insulinorésistance là en l'occurrence. Et vous voyez que il y a un effet favorable, significatif, et une amélioration de la sensibilité à l'insuline sous traitement chez ces femmes non diabétiques après la ménopause. C'est
également très intéressant de considérer les femmes qui avaient un diabète lorsqu'elles ont débuté le traitement de la ménopause. Et vous voyez qu'on a un effet favorable sur la glycémie à jeun, même si, de manière globale, on juge que le traitement de la ménopause est plutôt neutre sur l'équilibre glycémique. Par contre, vous voyez qu'on a une amélioration de la sensibilité à l'insuline qui est assez nette. Donc, des arguments, y compris chez la femme ménopausée, pour penser que les hormones, et en particulier les oestrogènes, ont un effet favorable sur le métabolisme glucidique. Je reviens car c'est le résultat le plus marquant sur la prévention du diabète. Après la ménopause, l'incidence du diabète augmente de manière significative. Et vous voyez que dans l'étude WHI, que vous connaissez bien, qui a évalué le traitement hormonal de la ménopause à l'américaine, les oestrogènes conjugués équins, combinés à de l'acétate de médroxyprogestérone, et même avec cette combinaison qu'on juge pas forcément favorable sur le plan métabolique, ben vous voyez qu'on a obtenu une prévention avec une réduction de 21% des cas incidents de diabète. Et c'est intéressant car ça a été validé dans quasiment toutes les études d'intervention, avec les principales, donc WHI dans ces deux études, mais également dans l'étude HERS, avec, vous le voyez, une réduction de l'incidence du diabète qui va de 15 à 35% et qui a été validée dans les grandes cohortes, y compris en France. L'étude E3N, dont vous avez probablement entendu parler, 63 624 femmes ménopausées non diabétiques qui ont été considérées, les utilisatrices d'un traitement hormonal ont une réduction d'incidence du diabète de 25%. Et ceci est vrai, quelle que soit la voie d'administration des oestrogènes, même s'il semble que la protection était plus marquée avec la voie d'administration orale. Donc nous sommes face à une situation qui est vraiment en faveur du traitement de la ménopause pour la protection métabolique et en particulier la prévention du diabète. Alors, il est difficile de parler de métabolisme sans évoquer le profil lipidique et l'influence de la ménopause et éventuellement du traitement de la ménopause sur le profil lipidique. Et finalement, lorsque on fait une synthèse des données, on se rend compte que la ménopause a un impact qui peut être significatif dans certaines situations, mais qui est globalement relativement peu marqué. Alors si vous prenez ici marqué par les flèches les trois principales composantes du profil lipidique, vous voyez que l'effet a été plutôt neutre, rapporté dans cette revue relativement récente, en ce qui concerne les triglycérides et le cholestérol HDL, et il était rapporté une augmentation significative, bien que modeste, du LDL cholestérol. Là encore, probablement, l'impact dépend en grande partie des situations individuelles. Si on passe sur le versant d'intervention, et est-ce que l'apport d'hormones, en particulier d'œstrogènes, a un impact sur ce profil lipidique, ben là, je pense que les choses sont relativement claires. C'est la voie d'administration qui va conditionner, ainsi que la dose d'œstrogène administrée. Et de manière très classique, on sait que la voie orale, apportant soit des œstrogènes conjugués équins, soit des œstrogènes de synthèse ou du 17-bêta-œstradiol, va avoir un effet plutôt favorable avec une réduction du LDL et une augmentation du HDL et une réduction de la L-peptida. Il faut le souligner, car finalement, relativement peu de traitements ont un impact sur cette lipoparticule athérogène, avec par contre, du fait de l'administration orale et de l'effet de passage hépatique, une tendance à augmenter le taux de triglycérides. La voie transdermique est globalement neutre, donc pas de souci de ce côté-là. Donc, sur le plan du métabolisme glucidique, nous avons des arguments très favorables. Sur le plan du métabolisme lipidique, il y a des effets, mais qui sont probablement au second plan en termes d'effets délétères, mais également d'effets bénéfiques que l'on peut espérer avec l'intervention hormonale après la ménopause. Je voudrais, dans la dernière partie de ce cours, aborder une situation dont on parle relativement peu, mais qui est une situation extrêmement fréquente. C'est la situation de l'association entre la ménopause et le diabète, et en particulier le diabète de type 2.
Alors pourquoi est-ce fréquent? Parce que vous voyez que l'incidence du diabète augmente de manière très importante avec l'âge. Et si on fait les comptes à l'échelle mondiale, on se rend compte que plus de 10% des femmes ménopausées présentent un diabète. En France, si on prend la tranche d'âge de 50 à 60 ans, qui est la fenêtre habituelle où on se pose la question d'utilisation d'un traitement de la ménopause, eh bien vous voyez que 5 à 8% des femmes reçoivent un traitement pour un diabète. Donc c'est une question qui est importante car c'est une situation clinique que nous rencontrons quasiment tous les jours. Alors que faire vis-à-vis de la prise en charge de la ménopause chez une femme diabétique? Quelle attitude adopter en pratique? Il y a des points vraiment indispensable. Le premier, c'est de se dire qu'une femme qui a développé un diabète avant, durant la période périménopausique ou juste après la ménopause, mérite une attention vraiment particulière. Pourquoi? Parce qu'il faut évaluer ces risques individuels qui souvent sont majorés par rapport à une femme qui ne présente pas un diabète. C'est vrai sur un grand nombre d'aspects, c'est vrai sur le plan vasculaire, qu'il s'agisse d'ailleurs des aspects artériels, cardiovasculaires classiques ou du risque thromboembolique qui est plus important chez les femmes qui présentent un diabète. C'est le cas des risques vis-à-vis des cancers hormonodépendants, car on sait que l'insulinorésistance est un élément physiopathologique important, c'est vrai pour le cancer du sein, mais pour d'autres cancers hormonodépendants, l'utérus en particulier. Et puis on sait que les femmes qui ont un diabète ont un surrisque de développer une ostéoporose, et on sait également que certains traitements du diabète peuvent accélérer la perte osseuse. Donc l'évaluation des risques va demander une attention très particulière chez la femme diabétique. Et en cas de diabète, c'est vrai chez toutes les femmes après la ménopause, mais de manière beaucoup plus importante chez les femmes qui présentent un syndrome métabolique ou un diabète, les mesures préventives et les adaptations thérapeutiques vont être primordiales. Intervention pour veiller à un meilleur équilibre alimentaire. L'activité physique, qui est le principal moyen de lutter contre l'évolution métabolique défavorable. Et puis, si le diabète apparaît, le traitement de l'insulinorésistance dont on dispose aujourd'hui, qui est la metformine et qui doit être utilisée assez rapidement chez ces femmes. Alors, bien sûr, on adaptera les traitements du diabète en cas de déséquilibre. Et n'oublions pas que cette situation est une situation de haut risque cardiovasculaire et qu'il faudra optimiser le traitement des facteurs de risque et éventuellement s'attaquer à d'autres aspects, les aspects psychologiques et thymiques que j'évoquais tout à l'heure, de troubles du sommeil, et avoir un suivi gynécologique renforcé. Car les femmes qui ont un diabète, les femmes qui ont une obésité, ont souvent une moins bonne couverture médicale et en tout cas une prise en charge gynécologique qui est trop souvent négligée. Il y a relativement peu de recommandations pour ces femmes à haut risque métabolique et en particulier les femmes diabétiques. Nos collègues anglo-saxons et en particulier au Royaume-Uni ont pris l'initiative d'éditer des recommandations pour l'utilisation du traitement de la ménopause chez les femmes qui présentent un diabète de type 2. Et les trois conclusions ici sont à mon avis importantes à mémoriser. La première, c'est que le traitement hormonal de la ménopause n'est pas associé au risque de développer un diabète. Vous l'avez vu, c'est plutôt le contraire avec un effet protecteur. Il n'a pas d'impact délétère sur l'équilibre glycémique. On peut espérer un effet positif, mais qui ne va pas être forcément cliniquement significatif. Mais en tout cas, il n'y a pas d'effet délétère. Et donc, ce traitement reste indiqué chez les femmes présentant un syndrome métabolique ou un diabète de type 2, en cas de symptômes du climatéraire, et bien sûr en prenant en compte le profil clinique et en excluant les femmes qui présentent des contre-indications habituelles. Mais le recours à un avis spécialisé peut se justifier à ce niveau-là, et en particulier la prise en charge du statut osseux chez ces femmes paraît vraiment important. Donc, prise en charge de la ménopause chez une femme qui présente une maladie dysmétabolique et en particulier un diabète, si on s'oriente vers un traitement hormonal de la ménopause, eh bien entendu, nous allons garder les habitudes de prudence et favoriser la voie transdermique, les petites doses d'œstradiol, la progestérone naturelle. J'ai peu discuté aujourd'hui des différents types de progestérone, mais on sait qu'ils conditionnent aussi le risque d'évolution métabolique défavorable. Et j'insiste sur un point qui est également souvent négligé chez ces femmes obèses ou diabétiques, qui est l'importance des traitements locaux
pour améliorer la qualité de vie après la ménopause, car on sait également que chez les femmes diabétiques, les troubles dysfonctionnels sexuels sont plus fréquents que chez les femmes non diabétiques. Donc je voudrais terminer par une synthèse de ce que nous venons d'évoquer ensemble. Le premier élément, c'est que la ménopause est un tournant, car probablement la carence œstrogénique va modifier les équilibres hormonaux et va donc nécessiter une réhoméostasie métabolique. Chez certaines femmes, ce tournant se passe de manière plutôt favorable, d'autant plus que les mesures d'hygiène de vie sont plutôt adaptées. Chez d'autres, nous allons avoir une augmentation des risques de développer un diabète, une obésité viscérale et ses complications, une maladie du foie, etc., etc. Donc, il faut être extrêmement vigilant, sachant que cette population en risque métabolique est en train de croître extrêmement rapidement. Et vous êtes tous informés de l'augmentation de la prévalence de l'obésité, du diabète de type 2, des maladies métaboliques du foie. Et il s'agit donc d'un sujet extrêmement important pour nous cliniciens. Et j'espère que ce cours vous aura aidé à en prendre conscience de manière encore plus importante.